En France, les politiques culturelles tiennent une place qui est assez spécifique. L'État intervient de longue date, on a presque envie de dire depuis toujours, dans la vie culturelle. Il est absolument central pour la vie des établissements culturels. Maintenant, dans une campagne électorale, et quand on essaye de distinguer des clivages qui permettraient de voir des positions de droite et des positions de gauche, c'est assez compliqué. Car en fait, on s'aperçoit que les ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche, les ministres de la culture, en général, défendent bien entendu plutôt bien les politiques culturelles et défendent en particulier plutôt très bien leur budget. Et souvent on emploie à propos de la culture l'expression sanctuariser le budget, qui dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire la volonté de conserver une véritable politique culturelle publique indépendamment des majorités, qu'elles soient de droite ou de gauche. Il y a un deuxième élément qui intervient et qui fait aussi que les clivages sont difficiles à dessiner, c'est le fait que quand on regarde qui, du côté des pouvoirs publics, finance la culture, en dehors des industries culturelles, bien entendu, eh bien on s'aperçoit que ça n'est pas seulement l'État et ça n'est pas seulement le ministère de la Culture. En effet, le ministère de la Culture dépense grosso modo 3 milliards, ce qui est déjà pas mal, pour la culture. Mais à cela, il faut ajouter un énorme effort qui est fait de la part des collectivités territoriales et en particulier des villes. Et cet effort représente 4,5 milliards, autrement dit bien plus que le ministère de la Culture. En d'autres termes, la politique culturelle, elle est portée aussi bien par l'État que par ces collectivités territoriales qui peuvent être de droite ou de gauche selon les cas. Et donc il est très difficile de dessiner de véritables clivages. Alors toutefois, il y a un certain nombre de choses que l'on peut dire en tenant compte auparavant du contexte dans lequel on réfléchit à ces politiques culturelles. En effet, ce contexte a énormément changé, et d'abord à travers quelque chose qui s'appelle tout simplement Internet ou les nouvelles technologies de l'information, c'est-à-dire le fait qu'une grande partie des pratiques culturelles des Français, et en particulier des jeunes, passent aujourd'hui par Internet, par l'écran. On est dans une culture de l'écran. Cette culture de l'écran, elle implique une deuxième chose qui est très importante, c'est une individualisation des pratiques culturelles. Une grande partie des consommations culturelles passe de manière individuelle par l'iPod, l'iPhone, l'écran, etc. Et cela, évidemment, ça change beaucoup le rapport que l'on peut ensuite avoir à la définition d'une politique culturelle. Et il y a un deuxième élément de contexte qui est peut-être tout aussi important, c'est l'évolution des villes, c'est l'évolution de la démographie, c'est l'importance prise par les problématiques de diversité culturelle qui prennent le pas sur des problématiques qui étaient très au cœur des politiques culturelles il y a quelques années, qui sont les problématiques d'égalité. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui probablement plus sensible à la question de la diversité culturelle, de la promotion de la diversité des cultures, y compris celle des banlieues en particulier, qu'on ne l'était auparavant, alors qu'auparavant on réfléchissait beaucoup en termes de démocratisation de la culture et d'égalité de tous les Français face à la culture. Je crois que là, on a une espèce de glissement, je dirais, de l'égalité vers la diversité. Alors comment cela peut-il se traduire ? Alors quand on réfléchit donc à ce clivage droite-gauche, la première chose à dire donc, c'est peut-être qu'il y a des affaires, ce n'est pas d'ailleurs le plus reluisant de la politique culturelle, des affaires de nomination. C'est-à-dire que chacun a envie de promouvoir, alors je n'ai pas envie de dire ses amis, peut-être des gens dont on se sent plus proche, qui vont mener des politiques un petit peu différentes dans les établissements où ils ont été nommés. Mais je dirais que c'est la partie peut-être la moins intéressante, même si elle n'est pas négligeable, de la différence entre la droite et la gauche. Alors, arrivons-en à des questions plus de fond. La première, c'est peut-être le rapport au marché. En effet, la gauche est probablement plus interventionniste dans sa culture, dans son histoire, que ne l'est la droite, qui va plutôt agir en subsidiarité par rapport au marché, c'est-à-dire là où vraiment le marché ne sait pas faire, à ce moment-là, l'État doit intervenir. Alors je dis ça, mais en même temps, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de décisions qui font exception par rapport au marché en matière culturelle ont été prises de manière consensuelle par la droite et la gauche. Ce sont par exemple les quotas à la télévision, les quotas d'œuvres françaises à la télévision, pour défendre une production audiovisuelle et aussi une production cinématographique française. Ça peut être aussi la loi sur le prix unique du livre qui a été votée
de manière tout à fait consensuelle par la droite et par la gauche en 1981. Mais au-delà de cela, je crois quand même qu'il y a un rapport au marché, un rapport aux industries qui est un petit peu différent, la gauche étant probablement plus sensible à la question de l'intervention publique, y compris par rapport aux industries culturelles. On le voit d'ailleurs dans le débat qui s'est beaucoup développé, qui a pris beaucoup d'importance, peut-être d'ailleurs trop d'importance, autour de la loi, la fameuse loi Hadopi. Il y a là un clivage qui n'est pas d'ailleurs gauche-droite, qui va transcender les clivages politiques, mais qui est intéressant entre ceux qui pensent que la résolution de cette question du téléchargement illégal passe plutôt par une offre attractive, légale, qui ferait que les gens de bonne volonté finiraient par se tourner vers cette offre légale plutôt que d'aller vers des sites souvent illégaux, souvent de mauvaise qualité, etc. Et puis une position tout à fait différente, qui est de dire même avec une offre légale, bien sûr il la faut, ça ne suffit pas, il faut aussi sanctionner l'illégalité parce qu'il y a une espèce de tendance naturelle à aller vers ce qui est gratuit, même s'il est interdit de le télécharger. Là, on a une opposition qui est intéressante, derrière laquelle on a aussi des visées électorales et d'autres oppositions. C'est par exemple l'idée que les jeunes ont tendance à télécharger beaucoup illégalement, qu'ils ont peut-être moins le sens du clivage entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé, et que donc une bonne politique de la jeunesse doit prendre en compte ces pratiques. Bon, on peut en discuter, on en discute. Ce sont des questions, en tous les cas, qui, à mon sens, sont aujourd'hui très importantes. Alors, d'autres points permettent peut-être de distinguer la droite et la gauche, et ces points ont l'intérêt de sortir la culture du strict champ des politiques culturelles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je crois qu'il est intéressant aujourd'hui d'ouvrir la culture vers des problématiques nouvelles. En effet, pourquoi les consommations culturelles sont peut-être faibles dans les classes moyennes et dans les classes populaires ? Peut-être pas simplement parce qu'on n'a pas spécialement envie de consommer de la culture, mais tout simplement parce qu'on est de plus en plus éloigné des centres urbains et que c'est dans les centres urbains que l'offre culturelle est la plus importante. Et là, il faut relier la politique culturelle à la politique de la ville, à la politique des transports. Autrement dit, il faut avoir une vision de la politique culturelle qui est plus globale, qui va se diriger vers d'autres domaines qui ont peut-être été négligés. Dans les banlieues, j'ai longtemps travaillé dans les banlieues, en particulier dans le 9-3, comme on dit, dans le département du 93, il y a une offre culturelle, mais qui est sans doute insuffisante. Il y a beaucoup d'inquiétude de la part des familles à laisser les enfants sortir le soir, etc. Et du coup, les consommations culturelles sont peut-être en dessous de ce qu'elles pourraient être. J'ajouterais aussi que la culture doit sortir de son domaine pour faire alliance avec les politiques éducatives. Alors c'est un peu un serpent de mer, quelque chose qui revient très régulièrement, la relation entre éducation et culture. Mais ça n'est pas parce que ça revient que ce sujet est épuisé et loin s'en faut. Par exemple, une véritable politique culturelle à l'école, une politique éducative, doit passer aussi par non seulement l'éducation des enfants, mais aussi l'éducation des enseignants, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux enseignants ce qu'il faut apprendre aux enfants. Dans le fond, un enseignant qui ne connaît rien ou pas grand-chose, et il en a tout à fait le droit, à l'histoire des arts, aura des difficultés à faire passer cela auprès des enfants, et c'est tout à fait essentiel pour ensuite avoir le goût de la culture. Alors quelques mots en conclusion, je crois qu'on peut avancer deux idées, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un consensus dans le fond sur les politiques culturelles, dans leur dénominateur commun, c'est-à-dire l'aide aux grands établissements, la reconduction des subventions. Là où il faut travailler, et pas spécialement d'ailleurs dans le clivage droite-gauche, mais plus généralement travailler à avoir une vraie politique culturelle qui soit un peu innovante, c'est justement dans la réflexion sur la relation entre la culture et le social, entre la culture et l'urbain, entre la culture et l'éducatif. C'est-à-dire qu'il faut essayer de repenser des politiques culturelles qui ne soient pas complètement centrées sur la culture, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui fassent alliance avec d'autres domaines de la politique publique.